Bon, merci beaucoup pour l'invitation. Donc c'est un plaisir d'être ici avec vous à la FEF et pour donc cette conférence sur la recherche médicale et aussi la recherche en hépatologie. Donc avec une vision aussi INSERM puisque je suis en effet à la tête de l'INSERM depuis 1 an et demi. Alors juste quelques mots sur l'INSERM et pour vous resituer où on en est. Donc l'INSERM, c'est presque 300 unités de recherche avec, qui sont toutes en co-labellisation, en co-tutelle avec une université au moins, parfois le CNRS, le CEA, mais toujours avec une université. Il y a aussi 48 unités de service qui sont essentiellement des plateformes et puis des centres d'investigation clinique en co-tutelle avec les CHU. Il y a 15 000 collaborateurs, c'est dans les unités de recherche, mais en fait, payés par l'INSERM, il y a à peu près 9 000 personnes et un budget de 1,2 milliard à peu près, dont 700 millions qui vient de l'État chaque année et le reste vient de contrats, grants, de l'ANR, internationaux, etc. Et puis, nous avons une filiale qui s'appelle l'INSERM Transfert qui travaille sur la valorisation. Donc, l'INSERM est très présent aussi à l'Europe en termes de dépôts et aussi en termes de, bien sûr, de publications et aussi développe aussi une recherche participative avec les associations de patients. Alors, vous voyez ici la répartition des unités INSERM, donc qui sont en fait, je vous l'ai dit, des UMR, ce qu'on appelle des unités mixtes de recherche, qui sont réévaluées tous les 5 ans, labellisées tous les 5 ans, et tout en co-tutelle avec au moins une université. Et vous voyez que, bien qu'il y ait une répartition sur tout le territoire, la moitié des forces sont sur la région parisienne, et notamment avec 3 grosses universités, Paris-Saclay, Paris-Cité et Sorbonne Université. Et puis, 85% de nos forces sont associées à 14 universités de recherche, et sur les grandes villes, notamment, bien sûr, Lille, Strasbourg, Marseille, Lyon, et Toulouse, Bordeaux, etc. Donc, et d'autre part, le paysage de la recherche a beaucoup évolué ces dernières années avec un renforcement important des universités qui, certaines comme Paris-Saclay ou d'autres, ou Paris-Cité, se sont réunies et ont augmenté leurs forces, parfois en s'associant à des grandes écoles. Alors, comme je vous l'ai dit, l'important maintenant aussi, c'est de valoriser la recherche. Et donc, il y a des brevets qui sont déposés, des licences qui sont déposées. Et aussi, on aide aussi à aller vers les startups. Et par exemple, vous ne savez peut-être pas, mais le bulevirtide, qui est un des médicaments issus d'un brevet de l'INSERM. Et c'est 2 chercheurs essentiellement, et dont un venait de l'INSERM. Alors, tout le monde ne sait pas ça, mais la recherche biomédicale, elle a été très sous-valorisée, mal soutenue pendant longtemps. Le budget de l'INSERM, en fait, baissait depuis une dizaine d'années. Et il y a eu un réinvestissement en 2020, un petit peu avant le Covid, juste avant le Covid, qui s'appelle la loi de programmation de la recherche. Il y a eu une revalorisation des salaires des chercheurs qui étaient particulièrement bas, la création de chaires professeurs juniors, finalement une augmentation du budget. On a pu aussi, et puis aussi pour les chercheurs, une augmentation du taux de réussite à l'Agence nationale de la recherche. Le taux de sélection des projets était descendu à 9%, c'est-à-dire 1 sur 10, et il est remonté à 25%, c'est-à-dire 1 sur 4. C'est une énorme différence. Et puis, après le Covid, il y a eu France Santé 2030, et avec France 2030, déjà, qui est la suite des investissements d'avenir, mais surtout après le Covid, il y a eu un volet santé dans France 2030, et qui est de plusieurs milliards d'euros, et dans lequel vous retrouvez des programmes et équipements prioritaires de recherche qu'on appelle les PEPR, je vais y revenir, mais aussi vous savez qu'il y a une labellisation de 12 instituts hospitalo-universitaires, 12 IHU, des RHU, création de 5 bioclusters pour essayer de valoriser la recherche, soutien aux biobanques, soutien aux cohortes et la création aussi de chaires d'excellence en santé. Et puis cette année, nous avons eu la chance d'avoir ce qu'on appelle un programme recherche à risque, Impact Santé, qu'on a appelé, qui est 30 millions d'euros, qui est le soutien de la recherche de rupture. Et encore cette année a été créée au sein de l'INSERM, et je vais y revenir, une agence qui est de programme de recherche en santé que je coordonne. Et là, l'idée, c'est qu'en fait, on coordonne l'ensemble des acteurs de la recherche en santé, les CHU, et je vais y revenir. Alors,
Qu'est-ce que sont les PEPR, les programmes équipements prioritaires de recherche? Ça vous parle peut-être pas pour la majorité, mais en fait c'est très important. Il y a donc dans France 2030 donc 8 PEPR coordonnés par l'INSERM en partie, parfois avec d'autres acteurs comme l'INRAE, l'INRIA, le CEA, le CNRS, un sur la psychiatrie de 80 millions d'euros, un sur l'identité cellulaire, un autre sur les organes et organoïdes sur puce. Et puis vous avez l'ANRS apporte un PEPR sur les maladies infectieuses émergentes. Nous soutenons également un sur la biothérapie et bioproduction de médicaments, sur la santé numérique, sur l'alimentation, le microbiote et la santé, et aussi sur la santé des femmes, et notamment 2 axes, infertilité et endométriose. Et donc ces programmes, la différence par rapport aux appels à projets classiques, c'est qu'une partie est top-down, c'est-à-dire qu'on monte des consortiums de chercheurs sur des projets ciblés de 2-3 millions d'euros, et donc une grosse partie du PEPR est top-down et une partie est sur des appels d'offres. L'INSERM aussi pilote, essaye de soutenir des débuts de programmes et ce qu'on appelle les programmes d'impulsion. C'est seulement doté de 1,5 million d'euros sur 3 ans. Mais vous voyez, les derniers que l'on a lancés, l'idée c'est de lancer ces programmes pour ensuite amplifier. Neurotech, c'est de la neurostimulation avec les ultrasons, le changement climatique et l'impact sur la santé. La chirurgie du futur fait partie des programmes d'impulsion, les aspects cellulaires en tridimension et aussi l'impact de l'environnement, ce qu'on appelle l'exposome sur la santé. Et puis le programme recherche à risque est un bonus qu'on a eu cette année de 30 millions d'euros, où on essaye de développer 10 programmes de recherche de 2-3 millions d'euros focalisés sur de la recherche de rupture, et puis une dizaine de projets exploratoires qui sont de 100-150 kilos d'euros, qui sont des projets qui vont permettre de lancer des idées intéressantes. Et l'idée aussi, c'est de ne pas reproduire ce qui s'est passé pendant le Covid, où il faut bien dire que la recherche, si on regarde bien les choses, on n'était pas prêt sur l'ARN messager, on n'était pas prêt sur les vaccins, on n'avait plus d'unités qui travaillaient sur les coronavirus, et il faut que l'INSERM, les organismes de recherche, soient beaucoup plus stratégiques en termes de prévision de recherche que l'on l'a été. Alors, cette année a été créée aussi, donc au sein de l'INSERM, en plus de notre rôle d'opérateur de recherche. C'est une décision qui a été prise après le discours du président de la République le 7 décembre dernier. Ont été confiés aux organismes de recherche des agences de programme, et pour l'INSERM, l'agence de programme de recherche en santé. Alors, par rapport à l'INSERM classique, en fait, nous avons, INSERM, un rôle de coordination avec... les partenaires sont tous là, c'est-à-dire tous dans le même bateau, notamment les CHU, les universités, les autres organismes, les agences, etc. Et donc, les objectifs, c'est de définir et de proposer au gouvernement des programmes prioritaires. Et vous voyez, on a les 8 premiers programmes qui sont en cours, mais dans ceux qui sont dans les tuyaux, on a un programme France Vaccin pour essayer de relancer la vaccinologie en France, un programme recherche en prévention, et puis 3 programmes en instruction, un sur les maladies neurodégénératives, un sur les maladies inflammatoires chroniques et auto-immunes, et un sur la transplantation et la médecine régénérative. Alors, un petit mot sur la place de la recherche dans les CHU. C'est quelque chose que je connais bien, j'ai été aussi doyen et donc de l'autre côté. Clairement, il y a eu pendant longtemps, il faut que ça change, une méconnaissance notamment des directeurs d'hôpitaux de ce qui est fait dans les unités mixtes de recherche, avec même une méfiance, alors que les SIGAPS qui nourrissent les mairies viennent des publications et donc très souvent des UMR. 40% des UMR, pour l'instant, sont dirigés par des HU, hein, donc il faut le savoir. Il y a une difficulté quand même à comprendre l'importance de la recherche translationnelle et aussi de la recherche fondamentale. Et puis, les hôpitaux ont sous-investi sur la recherche. Le financement qui est centré sur les mairies, je ne vais pas détailler comment ça se passe les mairies, mais en fait, c'était non transparent et finalement, il n'y avait pas de retour direct de l'investissement recherche vers les équipes. Et puis, le dernier point qui est vraiment important, sur lequel je pense qu'il faut tout changer, clairement, le temps recherche, le temps enseignement, il est complètement absorbé par le soin et le management. Ça a un impact sur l'attractivité des carrières. Il y a une diminution de l'investissement en recherche. Pour moi, il y a une vraie dérive depuis un certain nombre d'années de ce côté-là. Et puis, on ne peut pas encadrer des jeunes si on n'a pas de temps. On ne peut pas monter des projets si on n'a pas de temps pour se poser. Et donc, il y a finalement moins de médecins impliqués en recherche. Et c'est ça qu'il faut réverser. Alors, l'INSERM au niveau national, pour finir... Donc, nous sommes en charge de la recherche biomédicale.
comme opérateur de recherche et maintenant comme agence de programme en santé, avec le pilotage de programmes nationaux qui sont listés ici. Nous avons une nouvelle marge de manœuvre, j'espère qu'elles ne seront pas coupées par les restrictions budgétaires. On essaye de travailler à l'attractivité de nouveau des métiers de la recherche. Et au niveau des sites, il est vraiment important pour moi, et c'est ce sur quoi je travaille, de renforcer la coordination et la co-construction scientifique entre les universités et les CHU, ce que j'appelle le triangle INSERM-CHU-Université. Et puis, pour les médecins, il est vraiment important de focaliser sur tous ces aspects intermédiaires qui sont entre les trois composantes, les problèmes de cohorte, de biobanque, d'entrepôts de données de santé et les centres d'investigation clinique. Et puis, la recherche biomédicale, c'est pour ça qu'elle doit aussi s'inscrire dans une université parce qu'elle est de plus en plus transdisciplinaire. Alors, sur les pathologies, quelques points. D'abord, je rappelle que parmi les 12 IHU qui ont été labellisés en troisième vague, il y a un IHU sur le foie qui est à Lyon et qui est dirigé par Fabien Zoulim et Massimo Levrero. Et donc, c'est le seul en France. Et donc, c'est un point très important pour la discipline. Alors, je voudrais revenir sur et vous faire essayer de faire passer un message sur le lien entre recherche et progrès médical. Lien qui n'est pas si évident que ça. Mais ça, c'est la découverte de l'antigène HBS et du virus d'hépatite B en 1966 par Baruch Blumberg et Harvey Alter. Au départ, ils ont découvert une bande antigénique chez un patient leucémique et chez un arborigène. Ils ont appelé ça l'antigène Australia. Et au départ, ils ont cru que c'était l'agent de la leucémie. Et puis, ils ont observé l'apparition de cet antigène chez une technicienne qui a fait une hépatite infectieuse. Et là, ils ont commencé à faire 1 + 1 = 2. Et ils ont testé à tout un paquet de sérums. Et là, ils ont découvert qu'en fait, ce qu'ils avaient cru être quelque chose attaché à la leucémie était en fait un agent infectieux. Et dans cette liste de l'historique de la recherche sur le virus d'hépatite B, vous voyez que la France a été vraiment bien placée avec notamment à Pasteur, Pierre Thiollet, qui a été le premier à séquencer le génome du VHB. Il vient de décéder il y a quelques semaines. Philippe Maupas, qui s'est malheureusement tué en accident de voiture, mais qui a découvert le vaccin plasmatique contre le VHB. Pierre Thiollet, de nouveau, en 85, le vaccin recombinant du VHB. Et puis les liens moléculaires entre le VHB et le cancer, par les équipes américaines de Chaffritz et Chouval, et par également Christian Bréchot à Paris. Et puis, vous voyez ici la liste de comment s'est fait la compréhension. Ça a pris des années, des dizaines d'années. Mais la compréhension du cycle de replication du virus, du rôle de la reverse transcriptase, les premiers traitements interférents qui ont été un échec, et c'est seulement en 2000 qu'est venu le premier analogue nucléosidique, la lamivudine, qui donc bloque la reverse transcription. Et puis la découverte du récepteur de l'entrée du virus dans l'hépatocyte date seulement de quelques années. Donc, et depuis, ça a permis aussi d'avancer sur un inhibiteur qui bloque l'entrée du virus de l'hépatite B delta, c'est le bulevirtide. Alors, il est important de comprendre les mécanismes pour pouvoir proposer des traitements. Et vous voyez ici l'association, le cycle du virus d'hépatite B. Aussi, que vous savez que l'un des problèmes du virus d'hépatite B, c'est la quasi-impossibilité d'éliminer le virus, puisque l'ADN s'intègre dans le génome cellulaire. Mais vous voyez donc les possibilités qui sont ouvertes pour essayer, en tout cas, de contrôler l'infection virale à différents points de l'entrée du virus dans le noyau ou dans différentes étapes de la réplication. Un autre exemple de succès de la recherche, c'est vraiment la recherche sur le virus d'hépatite C. Et les pathologies, peut-être fiers de ça, hein. On n'a pas tous les jours des résultats comme ça. Au départ, c'est parti aussi d'une observation clinique. Et notamment, à gauche de l'image, c'est Harvey Alter, qui était déjà là pour le virus d'hépatite B. Et Harvey Alter avait des collections de sérums de patients avec hépatite non A non B très bien étudiées. Et il avait montré leur caractère infectieux. Et à partir de ça, les équipes de Michael Houghton, dans un laboratoire privé, ont travaillé sur de la biologie moléculaire pour identifier le clone, qui s'est révélé être, dans 98% des cas, l'agent du virus dit non A non B, qui est devenu le virus d'hépatite C. Et donc, cette recherche, elle n'est pas venue par hasard. Le troisième, c'est Charles Rice,
qui a mis au point le modèle de culture du virus. Et il y a eu un impact direct, parce que dans le même temps qu'il y a eu la découverte du virus, il y a eu la découverte donc des anticorps anti-VHC, et donc on a permis donc la disparition de l'hépatite transfusionnelle quand testent les donneurs de sang. Et donc ça, c'est un impact direct de la recherche sur le patient. Et là, de nouveau, la recherche académique qui a permis à gauche d'identifier les enzymes et les protéines impliquées dans la replication du virus hépatite C, eh bien vous voyez à droite la protéine NS5B, et donc le sofosbuvir, qui a été le premier anti-NS5B, a permis de révolutionner le traitement de l'hépatite C, et ça découle vraiment de la recherche académique, avec des médicaments malheureusement qui viennent uniquement des États-Unis, mais c'est la recherche académique qui a permis cela, et maintenant vous savez où en est l'hépatite C. Alors, très rapidement, je voudrais donc, pour dire qu'il y a beaucoup de travail à faire, sur cette diapositive, vous avez ici des potentiels traitements cibles pour les maladies alcooliques du foie. Pour l'instant, aucun ne marche à ma connaissance. Mais dans ce travail qui avait été fait notamment par Philippe Mathurin et son équipe, et aussi d'autres centres français et belges, c'est assez intéressant parce que, en fait, ce travail il découle de plusieurs choses. C'est un travail clinique. Ça fait un New England avec seulement 26 patients. Il n'y a pas tous les jours des New England avec 26 patients. Et pourquoi on s'est arrivé à New England? Parce que avant, il y avait tout un travail de l'équipe de Philippe Mathurin sur l'hépatite alcoolique du foie, avec des scores pronostiques qui ont été évalués. Et puis aussi, il y avait les expériences aussi d'équipes comme la mienne sur la transplantation hépatique, et d'autre part, on a pu aussi matcher les patients sans faire une étude randomisée pour montrer le gain de survie chez les patients avec hépatite alcoolique aiguë sévère. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais parce que je manque de temps, mais vous voyez aussi tout ce qu'il reste à faire dans le travail sur la cirrhose due à l'alcool et sur l'hépatite alcoolique. De même, vous êtes tous sur la NASH ou la MASH. Depuis que je suis parti, ça a changé de nom. Donc, vous voyez ici tous les pathways qui sont identifiés. Pour l'instant, on peut dire qu'on n'a pas encore la solution thérapeutique. J'espère qu'elle viendra aussi, elle découlera de ces recherches. On commence à voir apparaître quand même des molécules, peut-être de façon directe ou de façon indirecte, notamment les liraglutides, sémaglutides, etc., qui vont peut-être de façon indirecte impacter, mais en tout cas, c'est ongoing. Et donc, il y a encore beaucoup, beaucoup de travail, et je sais que vous les ferez. Alors, pour moi, il y a un challenge vraiment important, c'est la fibrose hépatique. Et c'est quelque chose sur lequel beaucoup se sont cassés les dents malgré une recherche importante. Comment on peut prévenir, contrôler la fibrose et aussi arriver à régresser la fibrose. Donc vous avez à gauche, on sait déjà que si on contrôle la maladie initiale, le virus B, l'alcool, le virus hépatite C, on empêche normalement la progression de la fibrose. Mais il y a un stade où elle est irréversible. Et puis, bien sûr, on a défini des cibles qui sont ici. Et pour l'instant, les médicaments antifibrotiques ou qui visent à prévenir la fibrose ou à entraîner la fibrinolyse sont des échecs. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas y arriver un jour. Mais il faut comprendre les mécanismes pour arriver à ces traitements. Alors, je n'aurai pas le temps de détailler sur le carcinome hépatocellulaire, mais qui est un vrai sujet dont vous avez parlé ce matin, et donc qui nécessite... je dirais, une recherche vraiment importante. L'une des particularités qu'il ne faut jamais oublier, mais je sais que vous le savez mieux que moi, c'est que contrairement aux autres cancers, c'est un cancer qui est sur cirrhose, et donc il y a deux éléments qui sont liés, mais qui sont aussi indépendants, et qui font le pronostic de ce cancer. Donc vous voyez les tentatives de classification moléculaire publiées par ici l'équipe de Jessica Zuckman, mais par contre la relation directe avec le pronostic n'est pas si claire que ça. On a parlé ce matin de la place de l'immunothérapie, vous en avez parlé, donc il est certain qu'il est important, et on voit déjà les progrès qui ont été faits dans le traitement du CHC. Pour ceux de ma génération, les CHC avant avaient un pronostic de moins de 6 mois, donc on voit maintenant les progrès qui ont été faits, mais aussi dans la prévention, donc dans des actions assez simples. Et donc, mais pour la transplantation hépatique aussi, vous développez l'immunothérapie, va se poser la question aussi de la tolérance de l'immunothérapie chez les patients transplantés. Alors, la génétique aussi est importante et doit être considérée. Ici, vous voyez par exemple
le rôle de la compréhension des cholestases familiales intrahépatiques, de la génétique pour découpler cet ensemble de maladies. Quand j'ai commencé, on appelait ça maladie de Biller, par exemple. Et maintenant, vous voyez plusieurs formes ici, 6 formes de cholestase familiale intrahépatique, avec derrière des médicaments qui apparaissent. Ici, vous avez un inhibiteur du transport de la bile au niveau de l'iléon qui permet de diminuer significativement le prurite et aussi la concentration d'acide biliaire. Tout ceci n'est pas tombé du ciel et découle progressivement de la recherche qui a été faite. Alors, sur l'acute and chronic liver failure que vous voyez ici, c'est quelque chose qui a été décrit récemment. C'est débattu, son mécanisme. Est-ce que l'inflammation systémique, elle est cause ou conséquence? Je pense que c'est le sujet de pas mal d'études. Mais la compréhension des mécanismes qui entraînent cette défaillance multiviscérale est vraiment importante et donc fait partie des choses qui doivent être étudiées. Et vous voyez aussi des très bonnes études cliniques sur l'acute and chronic liver failure. C'est une étude ici multicentrique française. Et vous voyez donc ici l'impact de la greffe sur le survie des patients, mais aussi la faisabilité de la greffe chez les patients les plus graves, et aussi la nécessité de savoir jusqu'où on peut aller et jusqu'où on ne doit pas, la ligne qu'on ne doit pas dépasser. Alors, je voudrais dire que pour le futur et pour l'un des points, c'est aussi sur lequel moi j'ai buté. C'est quand j'ai commencé, je rêvais de créer un foie à bulle artificielle. Et j'ai échoué, donc j'y suis pas arrivé, je suis pas le seul. Et donc, mais vous voyez aussi des nouveaux développements qui sont le développement des organoïdes, qui sont pas seulement hépatiques, mais ici des organoïdes hépatiques qui peuvent venir du patient à partir de reprogrammation de cellules ou à partir de donneurs. Et ces mini-organoïdes ne sont clairement pas capables encore de repliquer toutes les fonctions du foie, et seulement une partie de leurs fonctions. Et donc, on n'est pas encore au foie bioartificiel qui va marcher. Mais par contre, sur la droite, on n'est pas loin quand même de pouvoir faire des études de tox sur ces organoïdes hépatiques et même de remplacer certaines expérimentations animales. Donc, il y a encore une fois beaucoup à faire. Et je voudrais donc finir sur quelques points. Là, je crois beaucoup, j'étais un clinicien, et je crois beaucoup à la connexion entre la capacité d'analyser ce qui se passe en clinique et la direction qu'on donne à la recherche. Il y a 3-4 ans, je crois, il y a eu une épidémie entre guillemets petite, mais d'hépatite sévère, fulminante chez des enfants. Ici, vous avez, avec un foyer notamment en Grande-Bretagne, vous voyez que ici ils ont collecté des sérums, des selles, ils ont fait des biobanques de ces enfants, et à partir de ça, ils ont fait des études très poussées qui ont permis de montrer qu'il y avait des taux d'ADN de l'adénovirus 2 dans le foie, dans le sang, le plasma, très différents des contrôles. Et d'autre part, ils ont montré aussi qu'il y avait un lien entre 2 virus qui pouvaient s'activer ou s'hyperactiver chacun, l'adénovirus et l'herpès 6. Alors, la transplantation, qui est un domaine que je connais, quand j'ai commencé en 85, on était à 50% de survie. Maintenant, vous êtes dans les centres à plus de 90% de survie à 1 an. Et donc, clairement, ces progrès ont été multiples dans ces 40 années. Et je ne vais absolument pas les détailler, mais je voudrais dire qu'il y a encore toujours beaucoup à faire sur les greffons stéatosiques, les machines de perfusion. Est-ce qu'on sera capable d'obtenir une tolérance immunitaire et d'enlever des traitements chez certains patients? Et puis, donc, que vous voyez ici une liste de ce qui peut être fait. Alors, la recherche aussi est en train de changer. Vous voyez ici, c'est les travaux de l'équipe d'Alexandre Loupi sur le rein, sur la greffée de rein, qui utilise donc l'association de données différentes, histologiques, sanguines, expression génique, biologique, immunologique, pour pouvoir, par intelligence artificielle, et créer des algorithmes pouvant prédire, par exemple, le rejet ici de greffe rénale. Et donc ceci, c'est vraiment une approche nouvelle que vous connaissez pour certains beaucoup mieux que moi. Et en transplantation hépatique également, ce travail montre par des associations et l'intelligence artificielle sur des biopsies hépatiques la capacité donc à identifier et à pronostiquer selon les types de rejet le devenir du greffon.
Et ceci peut se voir dans beaucoup de maladies. C'est un exemple publié par Julien Calderaro sur la place de l'IA à partir de données qui viennent de plusieurs origines, ultrasons, scanners, biomarqueurs, et ANAPAT sur l'identification des éléments diagnostiques, de réponse thérapeutique et de pronostic du CHC. Alors, tout change aussi. Et, par exemple, quand je vous ai parlé de recherche de rupture, pour vous dire, c'est difficile de prévenir ce qui va se passer. Et il y a 20 ans, ou quand vous regardiez le Téléthon, ou il y a 30 ans, on parlait que de thérapie génique à ADN. Et qui aurait dit que les médicaments ARN, que les vaccins ARN allaient émerger? Et maintenant, on voit des thérapies avec des ARN interférents qui bloquent dans des maladies génétiques la production de la protéine mutée. C'est l'exemple, par exemple, ici de l'alpha-antitrypsine, mais il y a d'autres exemples dans la neuropathie amyloïde héréditaire et d'autres qui sont en train d'émerger. Et ça, c'était difficile de le prévoir. Et ceux qui travaillaient sur l'ARN il y a 20-30 ans avaient raison. Et donc, c'est pour ça aussi que la recherche, il faut savoir aussi parfois accepter qu'on ne voit pas tout de suite le devenir, mais qu'un jour, la direction ça va apporter sa pierre. Alors, donc, vous voyez aussi, même en chirurgie, les chirurgiens s'intéressent de nouveau à la recherche, et ça, c'est très rafraîchissant, et on accompagne ça à l'INSERM. Notamment, les chirurgiens n'aiment pas le travail sur la paillasse, et bon, je comprends, mais par contre, tout ce qui est robotique, simulation, nouvelles technologies, ça les passionne, et on voit ici, par exemple, l'apport de calculs mathématiques pour calculer les flux vasculaires avant et après résection hépatique. Et ça, on voit actuellement un boom dans la recherche chirurgicale dans ces thématiques, les jumeaux numériques, etc. N'oubliez pas qu'il n'y a pas que le foie, et il faut regarder tout ce qui est autour. Et dans la recherche actuellement, on regarde de plus en plus ce qu'on appelle le One Health, le Global Health, mais tout ce qui est autour, c'est le microbiote, c'est aussi l'environnement, la pollution, d'autres facteurs. Et donc, ceci doit être gardé en tête dans l'analyse et dans la recherche que vous faites. Alors, je voudrais finir sur, j'aime bien ça parce que quand j'ai commencé les pathos, tous les patients avaient une cirrhose due à l'alcool. Et bon, quand on a découvert le virus d'hépatite C, on s'est aperçu que, en fait, beaucoup de gens qu'on avait classés comme cirrhose due à l'alcool avaient une cirrhose due au virus d'hépatite C. Et je pense que c'est bien de se poser toujours des questions. Ici, Beethoven, le pauvre, et ça fait 200 ans qu'on le dit qu'il est mort de cirrhose alcoolique. Et en fait, heureusement, on avait gardé des cheveux de Beethoven. Et à partir de l'analyse de ses cheveux, dans ce très beau travail, ils ont pu montrer que peut-être il buvait, mais il avait aussi le gène PNPLA3, il avait aussi le gène de mutation du gène de l'hémochromatose, et il avait aussi de l'HBV-DNA dans les cheveux. Et donc, pour dire que finalement, on ne sait peut-être pas complètement de quoi il est mort, mais on peut se poser la question. Voilà, pour finir, quels sont les enjeux? Eh bien, premièrement, c'est important si on veut rester dans la course, et c'est vrai pour toutes les disciplines, mais pour la vôtre et la nôtre, garder un niveau d'excellence. Il faut réinvestir en recherche. Il n'y a pas de miracle, il faut quand même financer la recherche pour que ça marche. Il faut être capable, pour nous, organismes de recherche biomédicale, de développer une vision stratégique nationale, mais aussi de l'articuler avec les sites, les hôpitaux, les universités. Il faut aussi qu'on réponde aux enjeux sociétaux de santé publique. Pourquoi est-ce qu'il y a plus de cancer du pancréas? Pourquoi est-ce qu'il y a plus de cancer chez les jeunes? Pourquoi est-ce quel va être l'impact du changement climatique sur la santé? Ces questions, on doit nous aussi y répondre en termes de recherche. Il faut qu'on renforce le triangle INSERM, CHU, université. Il faut redonner du temps recherche aux médecins, aux HU bien sûr, mais aux hospitaliers qui souhaitent faire de la recherche, et aussi reformer les jeunes à la recherche. Ça s'est beaucoup perdu. Et puis, structurer sa recherche. Les unités de recherche mixtes, c'est pas pour rien. Elles permettent de structurer sa recherche, de travailler avec des chercheurs, de réfléchir aussi tous les 5 ans à la réorganisation de sa recherche. Moi, j'y crois beaucoup. C'est mieux que de travailler seul dans son coin. Et puis, c'est de plus en plus important d'avoir des cohortes bien structurées, travailler avec des centres de ressources biologiques, des entrepôts de données de santé pour pouvoir utiliser les data et l'IA. Enfin, la recherche, comme je l'ai dit, elle est très interdisciplinaire maintenant. Elle doit aussi être participative avec les patients, avoir une vision plus globale aussi de l'impact de l'environnement et d'autres facteurs sur les maladies. Il faut, pour ceux qui sont les plus, performants, ne pas hésiter à aller à l'Europe.
donc aller vers les European Research Council Grants, les Marie Curie, les Horizons Europe. Et ça, on pousse de plus en plus, nous, les unités de recherche, à y aller. Il faut bien sûr aussi ne pas répliquer ce qui s'est passé pour le VHC. La recherche, elle a été académique mondiale, tous les médicaments ont été US. Et donc, il faut qu'on arrive aussi à développer notre propre valorisation. Et puis, pour finir, je dirais que ne croyez pas qu'il n'y a plus rien à faire. Il y a une place infinie pour la recherche en hépatologie. Et rappelez-vous toujours qu'il y a un lien direct avec les avancées thérapeutiques. Et voici l'équipe avec qui j'ai travaillé. Donc, j'ai le plaisir, sur cette photo, de voir Henri Bismuth, qui a créé le centre hépatobiliaire avec qui je travaille pendant 30 ans. Audrey Quali, qui m'a succédé. Et puis, Daniel Cherki aussi, qui est le chef du département de chirurgie. Et donc, je remercie bien sûr toutes ces équipes qui ont travaillé avec moi au cours de toutes ces années. Et aussi, je leur souhaite le meilleur et bon vent. Voilà.